Je commence par Monsieur Benihia. Donc, depuis 2017, secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et de Développement durable, il est docteur en écotoxicologie de l'Université de Metz. Il a été conseiller du développement auprès de la Fondation Mohamed VI, l'historique, je vous rappelle l'historique maintenant. En 2015, il était désigné négociateur en chef de la délégation marocaine à la COP 2021, tenue à Paris. Et en 2007, il était membre du comité de pilotage de la COP 22. Alors, Madame Fatima Driouech, docteur en sciences de l'univers et de l'environnement et des surfaces terrestres de l'Institut Polytechnique de Toulouse, elle est vice-présidente du groupe de travail 1 du GIEC et auteur principal du 5e rapport du GIEC. Actuellement, elle est professeure à l'université UM6P. Je précise qu'elle a dirigé et participé à plusieurs travaux en relation avec le climat et le changement climatique. Arrivons maintenant à Madame Fatima Harib. Elle est professeure d'enseignement supérieur à l'université Qadir Riyad et directrice de l'ENCG. Elle est chercheure et spécialiste en économie de développement. Elle a obtenu son doctorat en sciences économiques de l'Université de la Méditerranée France, ainsi que plusieurs certificats d'expertise en économie de l'environnement et en adaptation au changement climatique. Elle est fondatrice et directrice du Centre africain pour l'innovation et solutions durables. Monsieur Stéphane Poufari, que je remercie vivement d'avoir venu de la France spécialement pour participer avec nous aux travaux du Congrès. Il est directeur général de l'Énergie 2050, qui est une association à but non lucratif et un réseau international spécialisé sur la question du climat et du développement, engagé dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Monsieur Poufari est un expert en coopération internationale sur la question liée au changement climatique et beaucoup de travail il a beaucoup travaillé sur le contexte africain et il est là pour nous transmettre son expertise. Je vous remercie toutes et tous d'avoir accepté notre invitation. Donc, je commence par Madame Driouech. Donc, à l'instar de ce qui était dit, Madame, j'aimerais bien vous poser la question sur les tendances des changements climatiques actuels et futurs et quels défis ça présente pour l'humanité en général. Donc, merci déjà pour l'invitation. Et avant de répondre, pour répondre à cette question, continuons à croire que le visuel joint à l'oral aide à la mémorisation, surtout pour des sujets scientifiques techniques, comme l'état de l'état en matière de changement climatique observé et prévu. Donc, j'ai préparé quelques diapositives. Et, de toute façon, personnellement, j'ai plongé dans ce domaine du changement climatique depuis pas mal d'années et j'ai pu constater l'évolution et l'augmentation de la prise de conscience de cette problématique au niveau, non seulement à l'échelle internationale, mais aussi au niveau de notre pays. Ce qui est une bonne chose, même si la problématique, ce n'est pas vraiment une bonne chose, mais déjà, quand on est conscient des défis du changement climatique, des risques et du besoin d'action rapide, efficace, efficiente, etc., collective, eh ben, c'est déjà une bonne chose. Reste à mettre en place tous les... Bon, on est déjà en cours, il faut positiver et il faut mettre en place toutes les conditions favorables, ce qu'on appelle le enabling conditions, pour réussir le défi et limiter ce changement climatique et ses impacts. Nous avons aussi entendu depuis l'ouverture de ce matin que il y a plusieurs défis, plusieurs risques, mais aussi il y a un potentiel d'action, pas mal de volonté. Eh bien, tant mieux, parce que, comme on le sait, le changement climatique, c'est pas que le futur. On y est déjà, malheureusement, comme conclu par les différents rapports du GIEC, dont le dernier,
Donc, il y a le rapport de synthèse qui va sortir bientôt en 2023, mais déjà, nous avons, produit, donc le GIEC a produit le rapport du groupe 1 sur les bases scientifiques et physiques, le rapport du groupe 2 sur les vulnérabilités et les impacts de l'homme, des écosystèmes, des secteurs et tout, et bien sûr, les aspects adaptation. Et comme ça a été dit, comme nous le savons tous, l'adaptation ne suffira pas pour limiter ce changement climatique ni ses impacts, même si on s'adapte de la façon la plus appropriée possible. Il faut de l'atténuation. Ça a été dit également. L'aspect opportunité, le mot opportunité ou son équivalent a été aussi évoqué. Eh bien, nous avons le devoir et l'opportunité de réduire les émissions grâce aux énergies non renouvelables, etc., pour réduire ce changement climatique qui, les deux, voilà, donc sur les bords, donc qui sont généralisés. Et les changements récents sont généralisés et ils sont rapides et malheureusement s'intensifient, surtout avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et ils sont sans précédent. Donc tout à l'heure, nous avons entendu aussi le message des ancêtres, par exemple, par rapport à la question de l'eau. Et l'eau, bon, c'est la vie. Et donc, les changements que nous vivons sont sans précédent depuis des milliers d'années. Et bien sûr, il y a eu une augmentation des extrêmes. Les extrêmes, comme nous le savons tous, ils ont des impacts vraiment sévères et néfastes sur les populations, sur les systèmes naturels et humains. Et déjà, donc, il y a eu une augmentation d'extrêmes qui sont de nature à impacter directement aussi la sécurité alimentaire, les secteurs socio-économiques, y compris dans notre pays, comme par exemple l'agriculture, les ressources en eau, quand on parle de chaleur extrême, sécheresse, conditions météorologiques propices aux incendies, fortes précipitations. Donc, on peut rapidement imaginer les risques et les impacts potentiels. Et bien sûr, tout cela, il a touché malheureusement différents secteurs à l'échelle globale, mais aussi au niveau de l'Afrique, au niveau de notre pays. Et ici, vous avez une illustration des risques déjà observés, par exemple, pour l'agriculture pluviale. Et donc, nous voyons que notre pays, et notamment la partie la plus arrosée du pays, il n'a pas été épargné de ces risques liés au changement climatique, à la fois pour l'agriculture, aussi les ressources en eau et d'autres secteurs. Et bien sûr, chaque réchauffement global additionnel sera malheureusement à l'origine d'une augmentation de risques et de changements climatiques supplémentaires, y compris le réchauffement au niveau des différentes régions du monde et aussi de l'Afrique du Nord, de la région méditerranéenne, qui est un hotspot, comme nous le savons maintenant, en termes de changement climatique. Et plus on réchauffe la Terre, plus on émet d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, les impacts, ils seront encore plus importants, plus sévères, et bien sûr, leur minimisation via l'adaptation sera encore plus difficile. Donc, joindre bien sûr et l'atténuation pour travailler sur les causes du changement climatique et bien sûr l'adaptation, parce que même en n'émettant plus rien, il y aura des changements climatiques déjà enclenchés et il faut réduire leurs impacts. Il faut aussi renforcer la résilience. Des impacts, par exemple, qui ne se manifesteraient pas uniquement pour le Maroc, par exemple, qu'en termes d'augmentation de la température moyenne, mais aussi des extrêmes, et des extrêmes de chaleur et aussi de sécheresse. Une réduction, par exemple, de l'humidité du sol. Là, je vois pas mal de collègues, par exemple de l'INRA, mais d'autres secteurs aussi. Donc, c'est des impacts, malheureusement,
qui leur parle, je pense qu'il leur parle bien et surtout parle en termes de besoins d'adaptation et de réduction des impacts. Ici, nous avons un exemple illustrant les changements projetés au niveau des rendements agricoles, au niveau des différents continents. Eh bien, la synthèse, c'est que il y aura des changements dans le sens de la réduction des rendements et des impacts négatifs qu'il faudra réduire. Des réductions des rendements même tenant compte de l'effet de la fertilisation en CO2. Ça, c'est sans l'adaptation. Bien sûr, l'adaptation, elle permettra de réduire les impacts négatifs, mais elle ne réduira pas tous les impacts, donc sur tous les secteurs. Et donc, il faut penser aux solutions de minimisation des risques dans un secteur, à l'approche Nexus, à la diversification économique et ne pas hésiter à creuser et à toucher toutes les solutions et toutes les possibilités techniques, scientifiques et sociales et socio-économiques pour limiter ce changement climatique. Ici, juste un exemple illustrant les projections futures en termes de ressources en eau. Et on sait très bien ce que ça veut dire une réduction des ressources en eau, ce que ça veut dire la sécheresse. Comme ça a été dit, une sécheresse du siècle, y compris pour le Maroc, les 12 mois les plus secs jamais vus, au moins pendant 44 années de disponibilité de données. Et on sait qu'est-ce que peut faire ce type de sécheresse. D'ailleurs, notre région, le Maroc, l'Afrique du Nord, aussi une bonne partie de la rive nord méditerranéenne, ils confronteront des difficultés en matière de gestion de ressources en eau. Donc, il faut gérer, il faut bien gérer. On s'attend à des difficultés, il faut s'y préparer, mais bien sûr, il faut lutter aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit déjà les difficultés maintenant. Il y aura des difficultés et il vaut mieux se préparer dès maintenant sérieusement et bien sûr travailler sur les secteurs et les aspects qui sont consommateurs d'eau au niveau de notre pays. Et comme conclu par le dernier rapport du GIEC, la région méditerranéenne elle sera concernée malheureusement par une augmentation de la sécheresse, quel que soit le type d'émissions dans le futur. Sauf que l'augmentation, elle sera plus importante avec des effets plus néfastes s'il y a des émissions sous les scénarios d'émissions intenses. Et d'où l'importance de l'atténuation. Et je rappelle encore, bien sûr, accompagné de l'adaptation, du renforcement de la résilience, du renforcement de capacité pour tirer bénéfice des services climatiques, un volet très important. On parle du climat, des aléas climatiques, on a besoin d'informations, on a besoin de prévisions, on a besoin de produits adaptés par exemple, au secteur, à l'agriculture, à l'eau, à l'énergie, besoin d'indicateurs spécifiques, etc. Besoin d'intégrer l'information sur le changement climatique et l'aspect changement climatique dans les politiques, dans les plans, dans les programmes. Il y a besoin aussi d'accompagnement pour une bonne intégration de cette information. Et bien sûr, il faut que cette information soit adaptée aux besoins, Tailored Information and Services, comme on dit. Eh bien, il y a le volet services climatiques, comme dit par le dernier rapport du GIEC, qui est à ne pas négliger. Eh bien, j'aimerais rappeler encore que chaque fraction de réchauffement supplémentaire
elle induira d'autres changements, comme dit, et par le GIEC, et pour éviter, bien sûr, les pertes croissantes, il est urgent d'agir pour s'adapter et, bien sûr, réduire les émissions de gaz à effet de serre à tous les niveaux. Le Maroc, comme ça a été rappelé par M. le secrétaire général, et voilà, il a emprunté un chemin de développement durable, un chemin qui converge avec la lutte contre le changement climatique à l'échelle nationale et aussi à l'échelle globale. Bien sûr, il faudra qu'il soit aidé, comme toutes les régions, voilà, et toutes les régions et les pays en voie de développement. Ça a été rappelé aussi qu'il y a une grande communauté scientifique ici. C'est un événement scientifique, mais qui permet de renouer et de renforcer le contact entre décideurs et scientifiques. C'est ce qu'il faut d'ailleurs pour pouvoir être sûr et qu'on va dans le chemin et vers les objectifs escomptés en termes de lutte contre le changement climatique. Et bien sûr, par exemple, juste une parenthèse, par exemple, pour le Maroc, quand on veut construire un projet ou bien mettre en place un projet où il y a besoin d'études d'impact, j'en profite, puisque monsieur le directeur est là, moi je dirais études aussi d'effets en matière de changement climatique. Combien ce projet, il va pouvoir réduire en termes d'émissions et l'adaptation, et est-ce qu'il tient vraiment compte de la problématique du changement climatique? Pourquoi je dis ça? On peut dire, on prend en compte, mais il faut que je sais pas, ce meneur de projet, ce petit décideur, bon, dans le sens pas petit, chaque humain, et donc, est-ce que c'est bien pris en compte? Est-ce que ce projet-là ne va pas à terme être plutôt contre la lutte contre le changement climatique? Il y a aussi l'aspect Nexus, l'approche Nexus, c'est très important. C'est très important. Les approches monosectorielles, les actions mono-individuelles, etc., elles ont atteint leurs limites. L'approche Nexus est importante. Je veux réduire par exemple, je veux renforcer la sécurité alimentaire, intensifier l'agriculture. Il faut voir l'impact sur l'eau. Je veux gérer les ressources en eau. Il faut voir l'impact sur les autres secteurs, l'énergie, etc. Et le tout dans le cadre du développement durable. On a besoin de se développer. Nous devons nous développer en bonne et due forme, mais tenant compte de cet aspect de changement climatique et environnemental. N'oublions pas, il n'y a pas que l'aspect climat, il y a aussi beaucoup de problèmes à l'échelle internationale pour l'environnement. Et voilà, je terminerai par une diapo rappelant juste voilà, les défis que rencontre l'Afrique en matière d'adaptation. Bien sûr, il y a les aspects technologiques, financiers et ainsi de suite. Et aussi pour nous situer par rapport au financement de la recherche. Nous avons ces lumières, ce micro. Nous avons pu nous déplacer ici à Marrakech grâce à la recherche et le développement technologique. Eh bien, on arrivera aussi à combattre ce changement climatique, mais ça ne sera pas sans la recherche. Et voilà une diapo qui illustre voilà, les financements au niveau d'Afrique par rapport à la recherche scientifique. À la recherche scientifique. Donc, il y a du chemin encore à parcourir et je vous remercie. Je crois que tout le monde entend parce qu'il y a un problème avec le micro. D'accord, c'est bon. Merci Madame Drouish pour cette belle présentation qui nous a démontré comme quoi plus on émet de gaz à effet de serre, plus on réchauffe notre planète, plus on génère des impacts négatifs sur les écosystèmes et sur la population. Donc,
À vrai dire, on génère une chaîne d'impact, ce qui est évident pour diminuer cette vulnérabilité qui va être générée à travers cette chaîne d'impact, c'est de travailler en nexus, en approche nexus comme vous l'avez soulevé, en approche pluridisciplinaire et de se pencher sur l'innovation. Donc, en matière de lutte, toujours, on parle de l'adaptation, du volet adaptation, et les pays industrialisés se sont mis d'accord pour mobiliser 100 milliards de dollars pour renforcer le volet d'adaptation. Donc, justement, qui dit adaptation, dit la protection et des individus et des écosystèmes et augmenter la résilience à travers des projets et des stratégies d'adaptation. Donc, l'adaptation, c'est local et c'est en relation avec le développement durable. Donc, ma question s'adresse à Madame Fatima Harib, qui est spécialiste, comme j'avais dit, en économie de développement. Quelle place occupe actuellement le changement climatique dans les ODD et dans le développement durable en général? À vous la parole. Donc, salam alaikum jami'an, bonjour tout le monde, et grand honneur, vraiment un grand honneur d'être parmi vous ce matin, et un grand plaisir d'assister à une manifestation d'une grande importance et portant sur une thématique d'actualité, une thématique qui nous interpelle tous, que chercheurs, décideurs et tous les responsables, une thématique mondiale qui est la problématique du changement climatique. Tous mes remerciements au comité d'organisation, alors peut-être professeur Khouloud et tous les jeunes collègues que je vois toujours dynamiques, toutes mes félicitations et bravo et très bonne continuation pour tout ce que vous faites au sein de ce centre. La question est importante, liée changement climatique et développement durable. Et je commencerai par dire que ce sont deux sujets, qui sont deux sujets, mais à beaucoup d'interconnexions. Pour comprendre cette interconnexion, il faut revenir sur deux accords qui sont très importants, deux accords des Nations Unies, à savoir l'agenda 2030, mais aussi l'accord de Paris sur le climat, et qui ont été conclus tous les deux en 2015. C'est là qu'on comprend que le développement durable est intimement lié à la problématique du changement climatique, et puisque vous parlez de solutions, les solutions se trouvent dans la durabilité aussi. Et si on remonte un peu dans l'histoire, on trouve que à l'origine même de la prise en compte de cette question de la durabilité, l'origine, on le cherche et on le trouve dans le changement climatique. Comme symptôme, le changement climatique, c'est un symptôme d'un développement non durable. Et c'est là, et c'est depuis des décennies, qu'on est en train de voir comment ce changement climatique est en train de perturber les équilibres, les grands équilibres planétaires. Donc on trouve des traductions, et ça a été présenté par professeur Drewish, et le monde a compris dès lors, comme j'ai dit, que les solutions à trouver pour lutter contre le phénomène se trouvent dans une démarche de durabilité. Ça, c'est le premier aspect qui montre cette relation entre changement climatique et durabilité. Concernant les enjeux, et parlons des enjeux qui sont multiples, la vie, la santé, la sécurité des êtres humains dépendent de leur environnement naturel. Et lorsque le changement climatique dévaste cet environnement, nous en souffrons à tous les niveaux. Les enjeux climatiques sont des enjeux humains et conditionnent l'avenir humain de cette planète. Et c'est ainsi que ce débat fort important sur les changements climatiques ne s'est pas limité uniquement à la dimension environnementale, mais s'est inscrit dans une vision beaucoup plus large qui est étroitement liée aux objectifs environnementaux, qui lie et qui relie les objectifs environnementaux aux objectifs sociaux et économiques. La maîtrise de ce phénomène de changement climatique est devenue ainsi un des enjeux primordiaux de politique environnementale internationale, de politique internationale en général, mais aussi des politiques nationales, compte tenu de la capacité reconnue du climat à affecter souvent et très négativement la croissance économique et la réalisation des ODD. Et on arrive au troisième point pour répondre à votre question, c'est cette relation entre changement climatique et les ODD. Les ODD, les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et si
cette question du changement climatique est considérée comme faisant partie intégrante, complètement intégrante des politiques pour le développement durable. Elle représente également une menace grave pour la durabilité et pour les ODD et pour l'agenda 2030, parce que quand on voit les impacts et la menace de ces changements climatiques pour les efforts de réduction de la pauvreté, mais non seulement, mais pour l'ensemble des objectifs de développement durable. Les répercussions se sont manifestées et se manifestent toujours, et je pense que Mme Driouche a vraiment très bien présenté ces différentes répercussions du point de vue scientifique. Nous en sommes responsables, que nous en soyons conscients ou non, mais les populations humaines, ces populations, surtout les populations vulnérables, ils sont victimes de ces changements climatiques. Et pour ne citer que la problématique de la migration climatique, les déplacés climatiques, les immigrés climatiques qui sont malheureusement aujourd'hui les douloureux témoignages. Le CC, ce qu'on appelle rapide, pour aller vite, c'est le changement climatique, c'est un multiplicateur de menaces doté de potentiel pour entraver certains défis les plus importants. Et je pense que le phénomène, après tant d'études et de réflexions et de recherches sur les changements climatiques et le développement durable, je peux dire que le phénomène du changement climatique dépasse le cadre des 17 ODD spécifiés par l'agenda 2030. Parlons des ODD toujours. La thématique relative à la lutte contre le changement climatique se trouve dans l'objectif numéro 13, l'objectif 13 sur les 17. Et il est adopté par l'Assemblée des Nations Unies sous le titre « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ». Mais cet ODD 13, c'est l'action sur le climat, pour le climat, est essentiel aussi pour atteindre l'ensemble des autres ODD. Donc, pour ne citer que l'ODD 2, la faim, zéro faim. L'ODD 3, bonne santé et bien-être. L'ODD 6, j'ai sauté l'ODD 5. L'ODD 5 aussi est important. L'ODD 6, l'eau propre et énergie et assainissement. L'ODD 7, tout ce qui est énergie propre. Le 9e objectif, l'infrastructure durable. Le 10e, les inégalités réduites. Le 11e, les villes sûres et résilientes. Le 12e, la consommation et la production durable, pour ne pas oublier les objectifs 14 et 15 qui portent sur la protection, l'exploitation durable des ressources naturelles. Donc, ça, c'est très important à mettre en avant pour comprendre cette relation entre durabilité et changement climatique. Arrivons maintenant aux solutions qui sont au cœur de cette manifestation scientifique. Les solutions, vous avez très bien exprimé l'essentiel. La solution se trouve d'abord dans la recherche scientifique. Ça, c'est évident aujourd'hui. C'est grâce à la recherche qu'on a trouvé beaucoup de réponses à ces défis qui sont des conséquences des impacts du changement climatique. Mais si nos sociétés sont à l'origine de ces changements, qui sont des changements globaux, profonds, ils doivent pouvoir également être porteuses de solutions. Les solutions sont en nous. Il faut qu'on trouve des solutions les plus adaptées et qu'on prenne en considération les spécificités contextuelles, et c'est très important. Les solutions qu'on trouve pour une problématique climatique en Afrique, qui ne sont pas forcément les plus, en Europe, ne sont pas forcément les plus adaptées en Afrique ou en Amérique latine, etc. Ce qui fait la différence, ce sont les spécificités territoriale. Et c'est là la place du territoire. Et c'est là le cœur de la pertinence de la problématique de votre congrès que vous organisez. C'est le territoire qui constitue le laboratoire vraiment pour répondre à cette problématique du changement climatique. Donc, il est très important de comprendre que, et on parle des effets négatifs, on présente le changement climatique comme une menace, mais il est aussi important de comprendre et de profiter du fait que le changement climatique nous donne l'occasion. L'occasion pourquoi? Mais l'occasion pour adopter un autre mode de développement, un autre mode de production, un autre mode de consommation, et qui résiste au changement climatique, qui est résilient,
Et là, parmi les mots forts que vous utilisez, la résilience. Et le développement durable, aujourd'hui, il est présenté par le mot résilience. Il est arrivé à un niveau d'évolution, on parle plutôt résilience quand on parle durabilité. Donc, le changement climatique nous donne cette possibilité d'adopter un mode de développement résistant au changement climatique et à faible émission de carbone et qui favorise bien sûr les technologies énergétiques propres à faible consommation d'énergie et une gestion durable des ressources naturelles. Donc, un tel mode de développement réduirait l'exposition des populations, et je reviens toujours aux populations vulnérables. La vulnérabilité, c'est un autre mot-clé que vous utilisez ici dans votre congrès, et c'est un mot sur lequel vous allez vous arrêter dans les différentes sessions que vous avez organisées. Donc, pour dire que, finalement, je l'ai dit que le développement durable est présenté aujourd'hui sous l'angle de la résilience et de l'adaptation au changement climatique. Et là, je reviens au fond de votre question, l'adaptation au changement climatique. La durabilité devrait être considérée sous l'angle des enjeux de la sécurité humaine dans ses différentes dimensions. Sa dimension alimentaire, sa dimension sanitaire, sa dimension énergétique. Et le développement des capacités qui est perçu à l'aune de cette menace climatique. La menace est globale et interpelle la durabilité des modèles de développement dans tous les pays, qu'ils soient des pays développés ou des pays en voie de développement. Et le développement durable nécessite d'intégrer les nouvelles approches d'adaptation au changement climatique. Donc, il est important et il est question aussi, et à différentes dimensions, dimension spatiale, parce que vous parlez dans ce congrès de territoire aussi, d'être un acteur de la dynamique mondiale. C'est une dynamique mondiale. Tout autant, au quotidien, on doit être un acteur de territoire, et avec le milieu et ceux qui le partagent. Le territoire, c'est la clé pour transposer et pour opérationnaliser le concept de développement durable. C'est l'agir pensée globale et l'agir local qui date de 1992, il est toujours d'actualité. On revient toujours au local parce qu'il y a des spécificités, parce qu'il y a des forces vives qu'il faut intégrer et qui diffèrent d'un territoire à un autre, mais avec un seul objectif, c'est s'adapter à ce phénomène et trouver des solutions, mais des solutions intelligentes. Donc, ce sont nos capacités, pour terminer, je dirais que ce sont nos capacités d'imagination, nos capacités d'innovation, nos capacités d'innovation organisationnelle aussi, mais l'innovation au sens large, qu'il soit matériel ou immatériel, et notre capacité aussi de coopération avec les autres que seront les solutions possibles à ce phénomène mondial qui constitue toujours une menace importante pour l'humanité, qui est le phénomène du changement climatique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame. Je vais juste m'excuser parce qu'on nous attend avec Monsieur le Vice-président pour un rendez-vous important à la présidence. Toutes mes excuses, on est déjà en retard. Donc, m'excuse. Merci pour votre présentation et sûrement que vous allez revenir pour répondre aux questions de l'audience. Donc, je l'accroche. Donc, comme Madame Arif vient de l'illustrer, il y a beaucoup de relations entre le développement durable et les changements climatiques qui se focalisent surtout sur le volet d'adaptation parce que les deux touchent la résilience et touchent le local, le territoire. Donc, à vrai dire, avec l'adaptation, on peut aussi penser localement, agir localement et impacter globalement. Et ça va faire l'affaire pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Autrement, autre chose, c'est que, comme a dit Madame Harib, l'ensemble des ODD peuvent être des solutions pour la métrique d'adaptation qui pose toujours problème pour les pays industrialisés qui veulent donner de l'argent aux pays pauvres pour s'adapter plus au réchauffement climatique, mais qui n'arrivent pas toujours à trouver la solution à comment mesurer
le degré d'adaptation qui ont été réalisés à chaque territoire. Donc ça pourrait être des outils pour bien mesurer et calculer l'adaptation. Parce qu'avec l'atténuation, on pourra bien calculer les émissions et on pourra bien mesurer la transition. Et là, je m'adresse à M. Poufari. Donc, vous êtes spécialiste à la transition énergétique et coopération internationale, mais comme nous avons dit tout à l'heure avec Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président, Madame Driouech et aussi Madame Harib, la lutte passe par l'adaptation et l'atténuation. Donc, ce sont deux piliers. Oui, vous pouvez passer. Donc, avec la transition énergétique, on a besoin d'un changement de paradigme, un changement même au niveau de nos modèles de développement, de nos modèles économiques. Donc, quel est votre point de vue pour ces changements? Est-ce que c'est logique? Là, on parle de la sobriété énergétique, il y a toujours le débat en France et ailleurs. Donc, à quel point vous voyez ce changement de paradigme est nécessaire? Alors, merci beaucoup. Et puis, bonjour à tous et à toutes. Enchanté, évidemment, d'être ici et de participer à ce moment. Et puis, mes félicitations, évidemment, aux organisateurs. Alors, peut-être juste un petit mot. Moi, je m'appelle Stéphane Poufari. Je suis effectivement le directeur général d'Énergie 2050. Ça fait à peu près 30 ans que je travaille sur le terrain, sur ces questions climatiques, de transition bas carbone ou autre. Et j'ai dû faire des projets, des programmes dans plus d'une centaine de pays. Et évidemment, ça fait à un moment donné qu'on tourne sur ces questions. Et dans mon parcours, évidemment, au-delà d'institutions internationales, onusiennes ou nationales ou d'agences, on a créé Énergie 2050, cette espèce d'OVNI qui, depuis 20 ans, travaille en tant que réseau et depuis à peu près 12 ans en tant qu'organisation internationale. Je le disais tout à l'heure à mon ami, on est totalement indépendant puisqu'on ne reçoit pas de subvention de fonctionnement, on travaille sur des projets et on a des programmes et des projets dans plus de 70 pays sur la question du changement climatique. Alors évidemment, tout à l'heure, on a parlé des nexus et c'est une bonne introduction. On travaille sur la systémique du développement depuis très longtemps parce qu'on est persuadé que cette intégration, cette granularité doit prendre en compte évidemment des composantes multiples pour voir les co-bénéfices en permanence. Et donc du coup, Énergie 2050 accompagne des gouvernements sur les questions climatiques, sur les questions de financement, des gouvernements locaux, des territoires, du multi-acteur, et évidemment basé sur des projets, des programmes. Et aujourd'hui, on a à peu près des coopérations dans plus de 70 pays, on a accompagné une centaine de villes et plus, un certain nombre de gouvernements dans la mise en œuvre de l'agenda climat. Et sur les questions climatiques, on accompagne des négociateurs, et notamment on produit depuis une dizaine d'années le guide des négociations climat de la francophonie, plus une foule de commissions internationales, le Conseil économique et social des Nations Unies ou autres, dans lesquelles on intervient sur ces questions. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous introduire, et j'ai voulu dire ces quelques mots pour vous montrer qu'on avait les mains dans le cambouis. Donc on n'est pas en train de parler de théorie, de philosophie, on est confronté à cette mixité de coalitions et de complexité d'acteurs qui interpellent. Alors, je vais répondre à la question tout de suite. En fait, de quoi on parle ? En fait, on parle de l'agenda climat qui aujourd'hui est devenu un agenda prioritaire qui exacerbe d'autres problématiques. Et ces problématiques sont des problématiques qui ont peu ou pas été ou insuffisamment gérées et qui finalement explosent aujourd'hui sur la question climatique qui exacerbe ces problématiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a découvert, on a compris, on a fini par admettre, la science l'a confirmé depuis là aussi des décennies, on le répète à l'envi, on le décline sous une forme de plus en plus raffinée, avec une granularité de projets, de compréhension de territoires de plus en plus fine. On sait que nos modes de développement ne sont pas durables. Bravo. Une fois qu'on a dit ça, on regarde nos trajectoires. Et là, il y a une espèce de contradiction, puisque la science, là aussi, mesure sans cesse, et nos émissions ne sont pas conformes. Et même aujourd'hui, malgré à nouveau un réappel à l'ambition dans le cadre de la dernière COP27, où on était plusieurs à être là-bas, à travailler nuit et jour pour essayer de faire avancer plusieurs points à l'agenda, évidemment, on sait très bien qu'on ne sera pas dans la fenêtre des 1,5 degrés. C'est terrible, c'est triste, elle s'éloigne de plus en plus, et très clairement, si on regarde ne serait-ce que les perspectives d'utilisation des énergies fossiles sur les 10 prochaines années, c'est clair, le 1,5 degré est quasi illusoire. Deuxième point, il y a des agendas multiples qui se croisent. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on comprend, on mélange l'agenda de la résilience, c'est très bien. Et là aussi, il y a le phénomène long qui va demander une adaptation des territoires, des gouvernements, et les phénomènes disruptifs, extrêmes, qui eux déjà répondent d'un certain cadre de mise en œuvre, déjà insuffisamment financé, et qui va devoir être intégré dans l'agenda climat, puisque ça rentre comme une composante de l'adaptation.
Mais tout ça, c'est évidemment le grand échiquier. On rajoute l'échiquier de la biodiversité, qui est une autre convention, avec là aussi un secrétariat qui travaille de manière conjointe. Enfin, des publications avec l'IPBES, l'IPPC, qui vont enfin commencer à travailler sur des territoires en mettant en avant les solutions basées sur la nature notamment, mais néanmoins c'est très important parce qu'une vision d'un territoire doit intégrer toutes ses composantes au bon moment et avec la bonne granularité. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire? Là aujourd'hui, on n'est plus dans le temps de l'épaisseur du trait, on est dans le temps de l'urgence. Tout à l'heure, on parlait des migrations. Il y a aujourd'hui, dernier rapport du GIEC, groupe 3, 3,5 milliards d'individus qui déjà sont en vulnérabilité ou en survulnérabilité climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que certains appellent une migration, elle est surtout sud-sud. Il y a des conséquences terribles avec des survulnérabilités. On a des tonnes de projets dans plein de pays de la zone sahélienne qui sont en train d'exploser sur des migrations territoriales internes dans des territoires déjà manquant d'eau, manquant de ressources alimentaires, voire même de développement économique. On pourrait citer le Niger, la Tchad, Co. On a des projets en zone d'Inder ou autre. C'est juste terriblement explosif. Et deuxième point, j'ai envie de dire, dans les 3-4 mots d'introduction, après je vais rentrer dans le cœur du sujet, c'est qu'aujourd'hui on oublie aussi une espèce de grand monstre dormant qui s'appelle les énergies fossiles. Alors dans la dernière déclaration de Sharm el-Sheikh, on a oublié le mot qu'on avait enfin introduit à Glasgow sur les énergies fossiles. Je rappelle, les conférences climat n'ont pas de vocation à donner des directives territoriales et ou nationales. Elles ont simplement le langage étatique. Elles génèrent de plus en plus une intégration du multi-acteur parce qu'elles le voient comme une bulle d'air pour mettre en place d'autres mécanismes compensatoires et corrélateurs au niveau des travaux des États, mais elles ne peuvent pas donner de prescription. Donc cette année, on n'a même pas parlé des énergies fossiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a plus qu'avant. L'espèce de fantasme qu'on a tous eu, moi quand j'en ai des cours il y a 15 ans, 20 ans là-dessus, on parlait des pics. Non, aujourd'hui on en a plus qu'avant et on n'a jamais eu autant de ressources, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles, et on en trouve partout. Et on a même de nouvelles problématiques, puisque beaucoup de pays en développement en trouvent beaucoup. Beaucoup, et vont en trouver encore beaucoup. Et que ça va attiser tous les appétits des pays déjà fortement consommateurs et même changer complètement, voire même les conditions spéciales africaines. Pour ceux qui travaillent sur les négociations, on a un vrai souci. Parce qu'il y a des PMA qui commencent à trouver des énergies fossiles. Quid demain? Nous, on travaille dessus. On a des projets sur les mécanismes de subvention aux énergies fossiles. Je veux vous dire, c'est un challenge explosif. Parce que ces pays-là vont quitter des paradigmes économiques. Je ne dis pas que c'était super cool pour eux, parce qu'ils souffrent, il y a de la vraie vulnérabilité, un manque de moyens, bref. Donc n'oublions pas que, et la sagesse nous disait, la science, on est ici dans la science, dans le net zéro énergie de l'AIE ou d'autres, on nous dit on doit laisser les 3/4 des énergies fossiles sous terre. Donc non seulement on a une contrainte scientifique d'urgence, on a une contrainte d'intelligence collective, est-ce qu'on va être capable de laisser les 3/4 sous terre? Donc suivez l'équation, c'est quand même compliqué. Maintenant la question du financement, je vais aussi là aussi être super dur avec tout le monde, il n'y en aura pas assez. On parle de 100 milliards pour l'atténuation, on les atteint difficilement. On parle des besoins d'adaptation africains, on est à plus de 2000 milliards par an. Et si vous voulez qu'on fasse l'équation de la résilience, tout le monde a entendu parler à Glasgow des pertes et dommages. Oui, il y a un fonds qui va être mis en place, on mettra les mécanismes 2023, 2024. Je vais vous dire, je te demande d'avoir la granularité, comment on va hiérarchiser, comment on va pouvoir territorialiser. Quand on parle d'inondation, ce n'est pas la ville qui est responsable, c'est le bassin hydrologique. Il y a d'autres acteurs économiques. Comment on va le faire? Alors nous, on travaille sur ces méthodologies carbone. C'est un cas idéal pour nous. Alors, je ne dis pas ça parce qu'on est au Maroc, moi-même j'ai des origines d'Afrique du Nord, mais simplement oui parce que vous avez une granularité entre la décision politique et l'action sur le terrain. Et ça c'est bien. C'est bien, c'est assez rare. Sincèrement, c'est véritablement assez rare. Ce n'est pas une note qu'on donne, c'est vraiment rare parce que du coup ça rend crédible les choses. Ça rend crédible et possible. Alors on a besoin de quelque chose, on a besoin d'une territorialisation et d'un multi-acteur. Alors nous on appelle ça avec d'autres acteurs, qui sont d'ailleurs basés au Maroc, c'est GLU Afrique que vous connaissez, avec qui on travaille, on parle d'un dialogue structuré, et nous on parle d'une complicité structurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui il faut que tous les acteurs parlent le même langage. On a besoin que la science, on a besoin que les économies, on a besoin que les financiers, on a besoin que les politiques parlent de cette même granularité, parce qu'à un moment donné, la verticalité ne pourra pas mettre en œuvre les projets adaptés à tous les territoires pour des simples logiques d'organisation structurelle. C'est pas parce qu'on dit il faut décentraliser, c'est juste techniquement parlant, c'est impossible. Il y a une proximité, le trait de code dans un endroit va demander une logique territoriale spécifique. On peut avoir des grands guides, des grandes orientations, mais à un moment donné, cette territorialisation, cette granularité doit être observée. Mais l'air de rien, dès qu'on parle de cette territorialité, on passe de la question des moyens, de la question de la mobilisation et de comment on peut faire. Et là, tous les cadres, même ici ou comme ailleurs, il y a des limites. Des limites à l'endettement, des limites à la capacité de mobiliser de la finance. On parle tous de finance climat.
climat, on sait très bien qu'aujourd'hui, ça marche quasiment pas. La finance climat n'est pas dédiée au territoire. Elle passe par les États qui peuvent parfois décider de donner une forme de gouvernance. Il y a des ministères comme au Bénin, Cadre de Vie, qui a fait en place une agence spécifique pour organiser les flux de financement. On travaille avec eux pour essayer de faire des projets qu'on soumet au fonds vert, parce que le fonds vert veut décaisser, mais il y a des problèmes méthodologiques et des problèmes régaliens, parce que ce que beaucoup oublient, dès qu'on parle de financement, il y a du régalien toujours, il y a du prêt derrière. La partie don va être sur des petits projets. Et la partie don, elle est marginale. Aujourd'hui, je vais vous dire une phrase très choquante, pour 1 euro de don sur le climat, sur l'adaptation ou l'atténuation, vous avez 6 euros de prêt. C'est à peu près les chiffres. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, on va devoir trouver d'autres moyens. Alors on parle du public et du privé, on parle de cette mixité. C'est formidable, mais là aussi on revient à quelque chose sur lequel on doit travailler, on essaie d'y travailler, c'est comment on va organiser un intérêt commun. Il y a ce que l'on appelle des intérêts divergents. Dans cette transition, tout le monde l'a compris. Nous, on doit démontrer ce qu'on appelle l'additionnalité. C'est-à-dire quand on fait un aménagement, il y a un co-bénéfice. Et là, on peut jouer sur tous les mots. Il y a un co-bénéfice en termes d'adaptation, en termes d'atténuation, et puis avec des co-bénéfices en termes de territoire. Mais quand on va parler à des acteurs économiques, eh bien là, il va falloir les contraindre. Parce que le financement privé, il ne va pas venir pour porter les besoins d'adaptation spontanés qui, eux, peuvent ne pas être rentables dans le court ou moyen terme. Il y a des horizons de cadrage sur lesquels on doit travailler. Je vais vous donner juste un exemple. Le Maroc, d'ailleurs, est engagé sur ce sujet-là. Dans l'Alliance mondiale sur les bâtiments durables, il y a une coalition sur l'adaptation, dont Énergie 2050 en fait partie. On travaille sur des méthodologies. Et là, on essaie de mettre en place des solutions basées sur la nature. Alors, pourquoi je parle de l'adaptation dans le bâtiment ? Un bâtiment mal conçu, c'est ce qu'on appelle un verrou. Vous concevez mal un bâtiment aujourd'hui, il va vous générer des besoins en énergie, de l'inconfort sanitaire, des besoins en matériaux, qui vont faire qu'à un moment donné, vous avez un verrou énergétique, vous allez devoir l'alimenter. Si vous faites un besoin bien conçu, un bâtiment, un aménagement territorial, on peut l'élargir, là, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train de créer une espèce de flexibilité sur la temporalité de l'aménagement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des choses faciles et gratuites à faire, c'est ce qu'on appelle les fruits mûrs, les low and good fruits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des décisions. Par exemple, quand vous planifiez un territoire, vous êtes le maître d'œuvre. Vous pouvez décider, on fait ça, on fait les mêmes erreurs chez nous. Ça veut dire quoi ? Vous pouvez être prescriptif. Par exemple, vous allez demander à ce qu'il y ait certaines qualités environnementales, qualité du bâti, qui va réduire les besoins en énergie. Là, ça ne coûte rien puisque vous mettez tous les acteurs économiques qui vont répondre aux mêmes tarifs. Donc là, c'est le cahier des charges. La puissance publique, qu'elle soit locale et ou nationale, c'est elle le chef d'orchestre. On essaie toujours d'expliquer cette granularité de la décision, c'est elle le chef. Quand il y a un mauvais cahier des charges, il y a un mauvais projet et il y a un verrou pour le pays ou pour le territoire. Et là, du coup, il ne faut pas se tromper. Et il y a des choses qui coûtent peu, la planification, l'organisation, la spatialisation, la granularité du projet sur le territoire, vous voyez ? Et là, ça commence à être intéressant. Après, il y a des choses qui vont demander du semi-réglementaire ou du réglementaire. Ça, c'est aussi intéressant. Il ne faut pas louper les portes. Parce que chaque fois, évidemment, et ce n'est pas parce qu'il y a des bons et des mauvais, c'est qu'à un moment donné, c'est le jeu de l'économie, c'est le jeu du marché. Chacun va rentrer au moins 10 ans pour lui, au mieux, plus facile pour lui. Donc si on n'a pas un bon cahier des charges réglementaire qui anticipe l'histoire, je fais un clin d'œil pour le Maroc. Demain, par exemple, le Maroc décidera de faire de l'autoproduction, de l'autoconsommation, la vente sur le réseau, une fiscalité spécifique pour l'achat sur, et le marché des énergies renouvelables va exploser. Et le Maroc le sait largement aussi bien qu'Énergie 2050. On n'a pas besoin de leur expliquer, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la politique qu'on va mettre en place va pouvoir se décliner et les territoires pourront aller au-delà. C'est ce qu'on appelle l'excellence territoriale. Vous voyez donc cette granularité. Et tous ces petits verrous que l'on crée vont créer des angles morts. Par exemple, le Sénégal vient de dire que maintenant, on pouvait avoir 20% d'autoconsommation sur les maisons en termes d'énergie. C'est une grande nouveauté. Ça fait 20 ans qu'on attend ça. Mais demain, il mettrait 50%, le marché va s'en emparer, il y aura 50%. Demain, on dit l'excédent va être vendu sur le réseau, il sera vendu sur le réseau. Donc, vous voyez bien cette granularité qui est importante à garder en mémoire. Et quand on travaille, on doit prendre tous ces composantes-là sous une forme nexus. Tout à l'heure, une intervenante disait, on doit le mesurer. Nous sommes obsédés, nous devons être obsédés de la mesure. Alors, dans le cadre onusien, c'est le cadre dit de transparence, qui est un peu plus vaste que simplement la mesure, mais néanmoins, allez, simplifions-le au maximum, on doit être obsédé. Pourquoi ? Aujourd'hui, on ne peut plus faire un aménagement dans lequel on n'est pas capable de voir sa performance climatique, environnementale, économique et sociale. Alors, on peut appeler le MRV, le mesurer, reporter, vérifier, on peut mettre tous les mots que l'on veut. Il faut cette granularité, parce qu'on va nous la demander tôt ou tard. Que vous vouliez faire du travail sur le carbone, on va vous la demander. Que vous vouliez faire du travail sur simplement évaluer des projets, quantifier les besoins d'investissement de priorité, on doit être en capacité de le faire. Donc, la transparence. Dernier mot que je voudrais dire,
sur ce sujet, c'est la question de l'accompagnement et du renforcement de capacité. Je veux juste dire un mot là-dessus, et je vais m'arrêter là pour ne pas être long, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on doit être des passeurs de passerelles. Pourquoi? Parce que les gens ne parlent pas tous du même agenda, et c'est désespérant. À un moment donné, quand on fait un projet, on doit être accompagné derrière, et là c'est les institutions, c'est les organisations, pour que les acteurs parlent du bon moment, du bon sujet, et à la bonne personne. Aujourd'hui, je pense que le climat est devenu une espèce de, je vais être très très méchant, du sujet à la mode où tout le monde en parle et tout le monde s'identifie comme étant un spécialiste. C'est un sujet éminemment technique, éminemment politique, éminemment économique et éminemment acteur de mise en œuvre. Et le multi-acteur, si on veut le gérer, le coordonner, il faut qu'à un moment donné, on puisse tous parler de la même chose et qu'on ait tous la même contrainte. Donc, ce renforcement de capacité, au-delà de la recherche fondamentale et des projets, la question obsessionnelle qu'on doit avoir, c'est comment démultiplier, et nous on appelle ça scaling up, comment déployer ces solutions. Et là, ces solutions, il faut, parce qu'elles ont tout un sens, il faut qu'on trouve les moyens pour qu'à un moment donné, tous les gens s'en emparent. Et dernier mot, toutes les solutions dont aujourd'hui on parle, elles ont un sens économique, environnemental et social. Et quand on parle des ODD, les ODD, très clairement, sont devenus la variable d'ajustement, je vais être très, là aussi inversé, de la question climatique. On ne peut plus imaginer que l'ODD 13 devient juste un ODD à part, ou tout du moins un ODD intégrateur. En fait, il exacerbe toutes les problématiques. Et même la question du financement ou de la solidarité, elle ne peut pas se questionner sans la question du climat, qui va aujourd'hui faire une explosion de toutes nos thématiques, de toutes nos préoccupations, avec des verrous qui vont prendre des décennies à changer, sans compter que, et ça a été aussi dit, on est dans un scénario où on sait déjà qu'on ne sera pas sur 1,5 degré. Donc aujourd'hui, dans la lecture que l'on fait des territoires et de nos décisions politiques, on doit se projeter dans un scénario d'urgence pour répondre déjà à des conséquences que l'on sait être plus importantes que celles qui aujourd'hui nous préoccupent. On n'est plus dans un 1,5 ou 2 degrés, on est inévitablement d'ici à le milieu du siècle ou peut-être un peu plus tard dans un scénario beaucoup plus important. Voilà, c'était juste cette petite lecture panoramique que je voulais faire avec vous pour que du coup on partage tous le même mot, mais n'oublions pas qu'il y a des bouquets de solutions et sincèrement ces bouquets de solutions, il faut à tout prix que ce dialogue multi-acteurs s'organise. Et vraiment, je félicite à nouveau, vous avez compris que ce n'est pas une note qu'on donne, mais véritablement, la lecture qu'a pu en faire le Maroc, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais parce que ça rend crédible les choses. Et dernier point aussi, et je m'arrêterai là, il faut aussi qu'on quitte ce paradigme, et je pense que le Maroc l'a quitté, le paradigme du financement international qui va réparer un dégât. C'est très triste, il y a très clairement une question de justice climatique, c'est une réalité, il y a très clairement des inégalités, c'est une réalité, mais très clairement, il n'y aura pas le financement qui sera à la hauteur des rencontres. Aujourd'hui, le financement tel qu'on le voit régalien des États n'est pas là. Rien qu'à Sharm el-Sheikh, il y a eu 50 nouveaux fonds qui ont été créés. 50 nouveaux fonds qui ont été créés. À Glasgow, le champion du climat d'Égypte disait, il en a parlé toute l'année, il y a eu 1000 milliards de dollars qui ont été promis par le privé. Pas un centime a été décaissé. Les nouveaux fonds vont consommer de l'argent et coûtent de l'argent au pays. Tous ces mécanismes-là, donc aujourd'hui le régalien est en capacité, comme le Maroc le fait, de gérer d'abord sa ressource et ensuite d'être en capacité de mobiliser au même titre que pour les territoires. Donc nous ne sommes pas là pour faire une incantation en disant plus d'argent, même si demain il y en avait plus, le financement ne sera pas à la hauteur des besoins. Donc il faut que l'organisation des États et avec leur territoire se fasse de telle manière, de cette capacité additionnelle à mobiliser du financement sur la base de ce qu'eux déjà peuvent mettre en place comme financement national. Parce que vous le savez tous, le financement national sur les questions climatiques et environnementales, il est très largement insuffisant. Au niveau de tous les pays, c'est valable pour l'UMOA, pour la CEMAC, pour tout le monde. Tous les pays font cet audit pour dire qu'il n'y a pas assez de financement climatique national. Et donc le financement climatique, c'est la capacité à faire un effet de levier sur des financements internationaux. Je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et je vous remercie bien évidemment pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Poufari, pour cette belle lecture panoramique, voire une présentation écosystémique de l'ensemble des défis et des solutions en relation avec la lutte, notamment la transition énergétique. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de réunions, beaucoup d'accords, il y a les COP chaque année pour pouvoir mobiliser les fonds, mais il y a des difficultés pour les mobiliser à l'échelle internationale et nationale. Alors là, je m'adresse à M. Minihia, qui était
négociateur au climat auprès de la délégation marocaine. Plus exactement, j'aimerais bien vous poser la question sur la dernière COP de Sharm el-Sheikh 27. Est-ce que vraiment c'était un échec? Donc, en toute transparence, est-ce que c'était un échec et à quoi dû cet échec? Je ne vais pas déroger à la règle. Hein? D'accord, comme vous voulez. Sinon, je ne vais pas faire exception. Donc, je me lève. Bon, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Mais je vais tenter d'y apporter quand même quelques éléments de réponse. Alors, il faut savoir que les COP, quand elles se succèdent, chacune apporte une petite contribution à l'édifice. C'est des gradients, comme en écologie. Vous n'avez pas de rupture, c'est toujours un gradient écologique, quand on passe d'un écosystème à un autre. Eh ben, c'est pareil dans les négociations climatiques. Mais il y a par moments des COP qui sont transformatrices, on va dire, des COP qui, par une coïncidence ou une conjonction objective d'éléments, font que des accords sont conclus. C'est le cas de la COP de Paris. Mais ce n'est pas la COP de Paris qui a fait l'accord. L'accord a été fait sur 20 COP précédentes. Et donc ce moment-là a été, voilà, ça s'est produit à Paris. Comme par exemple la COP 22 à Marrakech. Toutes les COP, ce sont les États qui négocient. C'est la règle aux Nations Unies. La porte est ouverte aux États. Disons, les acteurs non étatiques ne négocient pas. Ils étaient très présents au début des COP, et au fur et à mesure, la place qui leur a été réservée a grandi. Et donc, ils sont devenus des acteurs importants. Notamment, quand je dis, il y a les jeunes, les ONG, il y a le monde de la finance, il y a les collectivités territoriales, le monde académique, etc., etc. Il y a, je ne sais pas, près de 9, je crois, grands groupes, les groupes majeurs. Alors, et à chaque fois, ils poussaient la porte. Et ils voulaient être présents. Alors, on les invitait dans les plénières, enfin, les enceintes des Nations Unies, quand la COP se réunit, on les invite pour les écouter. Et on donne la parole aux jeunes, la parole au monde de l'industrie, aux syndicats, etc. Et puis, les dernières COP, à partir de la COP, on va dire 20, c'était au Pérou, à Lima, ça a grossi. Et donc, ils défonçaient pratiquement la porte. Ils voulaient être entendus. Et les Nations Unies ont réagi, et donc les États ont réagi pour dire on va réserver une place plus importante. Alors, ce qui a caractérisé la COP22, c'est que cette place importante aux acteurs non étatiques a été institutionnalisée. D'où le partenariat de Marrakech pour l'action climatique, qui existait avant, qui avait commencé, qui a culminé à Lima, mais qui a été acté à Marrakech. Et depuis, on parle de, disons, l'action des acteurs non étatiques, qui avance beaucoup plus vite que l'action des États, sur certains aspects. Et certains ont été, juste à l'instant, décrits par mon ami Stéphane Poufari. Donc voilà, c'est des précautions préliminaires que je pose. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a apporté cette COP? Je ne peux pas dire que c'est un échec ou une réussite, ça dépend comment on mesure, enfin quel thermomètre on utilise pour mesurer la chose. Mais il y a eu sur certains sujets des avancées, mais il faut dire aussi que il y a certaines COP qui sont des passerelles. Avec d'autres COP, elles préparent le terrain à une prise de décision plus tard. Alors sur les grands sujets, par exemple sur l'atténuation qu'a apporté la COP de Sharm el-Sheikh. J'ai sélectionné quelques éléments qui me paraissaient importants à signaler. Donc il y a d'abord l'affirmation, vous allez me dire, mais oui, mais bon, mais c'est important. Il y a l'affirmation de l'urgence de la transition énergétique. Il y a 8 années qui nous séparent de 2030, hein, et ça va très vite. Donc pour atteindre l'objectif, désormais, bon, les experts sont partagés parce que ça dépend des modèles. Et ça dépend si on est optimiste ou pas. Parce qu'on peut dire, si on dit le 1,5 c'est derrière nous, voilà, ça peut décourager certains. Bon, autant le garder sur la table tout en sachant que même si on l'atteint, il ne reste que 0,5. Donc il faut accélérer la cadence. Alors, pour atteindre l'objectif, il nous faut 4 000 milliards de dollars d'investissement en énergie renouvelable d'ici à 2030.
Ce chiffre a été acté à la COP27. 4 trillions, ou trilliards, quand vous voulez, en énergie renouvelable à 2030 pour espérer atteindre le net zéro en 2050. Bon, ça a été dit, redit, réaffirmé. Et il nous faudrait 6 trillions ou trilliards, 6 000 milliards pour décarboner l'économie toujours au même horizon. Alors, si vous prenez la décision de la COP27, vous allez voir ces chiffres qui sont cités. Et il faudrait réduire de 43% nos émissions, pas par rapport à 2010, non, par rapport à 2019, de 43% nos émissions. Alors, il faudrait une succession, on en parlait hier, de Covid tous les ans, sur ce qui nous reste d'ici à 2030. Ben, ce qui est strictement impossible. Donc, il faut s'ingénier et trouver l'alternative. D'autant plus que le contexte que nous vivons maintenant a fait que certains pays reviennent aux fossiles, parce qu'il y a une crise géostratégique, on va dire, hein, pour la qualifier de manière un peu sommaire, en Europe, qui n'est pas la seule raison hein, de l'augmentation des prix de l'énergie, etc. Tout ceci mûrit et mature depuis la guerre d'Irak. Et donc tout ceci évolue et génère des effets avec des contingences qui font que ce que nous vivons maintenant est de cet ordre-là. Maintenant, sur l'adaptation. Alors sur l'adaptation, ça a été rappelé tout à l'heure par Stéphane. Ce qui a été rappelé, c'est le gap énorme, entre le niveau actuel d'adaptation et les besoins. Ça encore, on constate et on réaffirme. C'est important dans les négociations internationales de réaffirmer ces choses. Mais ce qui a été fait, c'est qu'on a établi un cadre pour guider l'objectif global d'adaptation. Vous en parliez tout à l'heure, si c'est pour l'atténuation, on sait quelles sont les émissions qui sont envoyées dans l'air, le CO2 se mélange. On peut même, par des satellites maintenant, voir d'où vient le CO2. Mais on sait que, à partir d'une certaine proportion de CO2 dans l'air, on déclenche des phénomènes qui ont été brillamment expliqués tout à l'heure et qui génèrent cette élévation de température. Pour l'adaptation, c'est difficile. Alors, il y a des propositions qui sont sur la table pour mettre un certain niveau de population ayant réduit de 50% la vulnérabilité ou devenue totalement invulnérable, enfin entre guillemets, des propositions qui sont sur la table, mais ce n'est pas encore agréé. Parce que c'est tout récemment que l'adaptation a été considérée comme une question globale. Auparavant, jusqu'à la COP de Madrid, c'était considéré comme une question de développement local. Mais depuis, voilà, beaucoup de pays qui se pensaient à l'abri de ces questions-là ont vécu, même dans leur propre chair, ces impacts dus à une mauvaise adaptation au changement climatique, et des pays développés. Donc, c'est devenu une question globale, effectivement, donc il nous faut un objectif, à l'instar de ce qui a été fait pour les discussions continues. Ce n'est pas encore réglé. Il y a un aspect aussi important, ancien, mais qui a été rappelé, c'est la nécessité de développer, ça a été dit tout à l'heure aussi, par notre cher professeur, c'est de développer des systèmes d'alerte précoce et des systèmes de services climatiques. Et il faut dire que seuls 30% des pays en disposent de manière convenable. 60% en Afrique n'en disposent pas, ce qui est énorme. Système d'alerte précoce couplé à des systèmes d'information climatique adéquats. Et il y a un programme qui a été développé à Sharm el-Sheikh, un programme, c'est un appel à développer un programme pour couvrir ce gap et mettre tout le monde au même niveau dans les 5 prochaines années. Donc ça nous ramène déjà pratiquement à la veille de 2030. Donc ça va être dans 2027 ou 2027, on va dire. Alors pour le financement, ce qui était, vous savez que l'objectif de 100 milliards a été fixé il y a très longtemps. Et les négociateurs, en particulier ceux du Sud, n'ont cessé de le rappeler. Ça a été rappelé encore une fois à Sharm el-Sheikh, qui n'est pas encore atteint. Nous sommes à 83 milliards de dollars mobilisés. Donc on est encore loin des 100 milliards. Et ces 100 milliards sont des cacahuètes à côté des besoins.
Alors, le gap entre le financement mobilisé et les besoins de mise en œuvre des NDC, les NDC sont des plans climat des pays pour lesquels ils se sont engagés, qu'ils ont donné à la Convention climat, donc aux Nations Unies. Si on fait la somme des investissements nécessaires, c'est 6 trillions d'ici à 2030. 6 000 milliards de dollars. Le sigma des NDC. Et nous parlons de 100 milliards de dollars par an pour la mobilisation des financements. Donc, mais il y a un engagement pour atteindre rapidement les 100 milliards. Mais on sait que 100 milliards par rapport à 6 000 milliards, vous voyez les besoins et surtout le gap. Alors, il y a également la parité financement de l'atténuation et financement de l'adaptation. Nous sommes à 20-80 à peu près. L'essentiel est pour les 80 à peu près. C'est pour l'atténuation parce que c'est drivé par le business. C'est des énergies nouvelles, c'est de l'investissement. L'adaptation, c'est essentiellement des financements publics. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce niveau est très bas. Alors, cette parité a été rappelée encore, mais il y a un engagement des donateurs des pays développés, mais également sur le plan de la compensation. Et c'est pour ça que beaucoup d'États sont très prudents et freinent des cas de fer, comme on dit, pour ne pas trop avancer sur ce sujet-là. Mais, avec les coups de boutoir des pays en développement, et notamment de l'Afrique, il y a des concessions qui ont été faites sur des arrangements institutionnels qui seraient faits, des modalités de financement, des pertes et préjudices qui vont, ça a commencé déjà à Glasgow l'année dernière, qui vont commencer à être discutés. Essayer de trouver des solutions alternatives qui pourraient peut-être accélérer la transition et donc réduire la masse d'argent qu'il faudrait mettre sur le plat. Ma deuxième question, c'est par rapport aux différents départements. Vous avez la transition énergétique concerne tout le monde, et donc y compris tous les départements du gouvernement. Et donc il y a un comité, je crois, interministériel qui regroupe tout le monde. Mais en regardant un petit peu les actions qui ont été citées, notamment lors de la COP27, on ne voit pas que tous les départements avaient mis des actions claires sur le terrain, opérationnaliser vos directives, je suppose, notamment le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Je me disais, est-ce qu'il y a vraiment des formations qui suivent, qui préparent cette transition? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à, par exemple, mettre sur le pied un institut scientifique de recherche climatique qui pourrait regrouper tous les acteurs et interagir avec les départements gouvernementaux, mettre les académiciens multidisciplinaires tels que cette réunion-là et accélérer donc cette transition. Voilà, merci. Merci. Ça fait plusieurs questions en une. Bon, d'abord sur la question de l'engagement des administrations, des ministères du public, on va dire. Nous avons, dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable, un pilier important qui est lié à la gouvernance, qui est l'exemplarité de l'État et l'exemplarité de l'administration. Exemplaire en donnant l'exemple à tout le monde, aux ménages, aux entreprises, etc., aux collectivités, en étant soi-même très engagé sur ces questions. Donc c'est un pacte qui a été conclu, adopté, diffusé par circulaire de M. le chef de gouvernement. Nous l'avons évalué et nous avons vu effectivement que les administrations n'ont pas évolué de la même manière. Ça consiste en quoi? D'abord, être économe en énergie, économe en eau, gérer les déchets, mieux gérer les déchets des administrations, gérer la mobilité des fonctionnaires, des agents d'État, etc., des collectivités aussi. Et donc l'évaluation nous a montré que nous n'avons pas évolué à la même vitesse, mais la moyenne est modeste. Et nous avons, donc cette évaluation, nous avons refait un deuxième plan d'exemplarité de l'administration qui a été présenté en avril dernier dans le cadre d'une commission nationale de développement durable qui est présidée par le chef de gouvernement. J'ai oublié de vous dire ça, c'est aussi une spécification. Nous avons mis en place également par décret une commission nationale du développement durable où sont représentés tous les ministres sous la présidence du chef de gouvernement
avec également la présence de la CGEM, quelques acteurs du secteur privé, etc. Et donc, ce nouveau plan d'exemplarité a été présenté. Il est maintenant en train de diffuser aux administrations pour qu'elles mettent en place les financements nécessaires, qu'elles mènent, et nous avons ici avec nous la SIE, la Société d'ingénierie énergétique, qui est la super ESCO qui devrait et qui devra accompagner les administrations pour préparer leurs audits énergétiques, leurs audits environnementaux, les mesures d'efficacité énergétique, parce que c'est un gisement important, et ça a été jusqu'à présent, il faut le reconnaître, le parent pauvre. Parce qu'il y a un gisement important. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, hein, c'est comme le déchet. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, l'économie d'énergie est une chose essentielle. Mais il y a, je crois, un changement d'état d'esprit qui se prépare. Et j'ai bon espoir que ça va aller beaucoup plus vite à l'avenir pour le public. Alors, pour le privé, bien entendu, il va être drivé par le prix et par le gain généré par ces économies d'énergie, forcées maintenant avec les coûts exorbitants de l'énergie. Et là, nous avons aussi des agences et des instruments qui sont mis en place pour inciter à l'économie. Il faut faire plus, je vous l'accorde, mais il y a déjà des instruments qui existent. Alors ça, c'est sur... alors le ministère de l'Enseignement supérieur est partie prenante, puisque vous avez fait allusion. Il est partie prenante. Je peux vous dire déjà que certaines universités ont mis en place des mesures d'économie d'énergie, ont mis en place des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, et qui s'inscrivent justement dans cette démarche d'exemplarité. Certaines, pas toutes. Mais la tendance est bonne. Il faut probablement accélérer le rythme, accélérer la cadence. Alors, sur l'autre sujet, face à cette rareté des ressources, difficulté de mobiliser... quand je donnais ces financements, ce n'est pas les financements qu'on demande aux pays développés, c'est les financements globaux qui doivent être domestiques, mais également des financements mobilisés dans la finance internationale. Et dans cette finance internationale, il y a une partie qui s'appelle l'aide publique au développement. Ce que les pays du Sud ont toujours réclamé, c'est de dire pour qu'il y ait une justice climatique, il faut que les pays qui ont pollué l'atmosphère jusqu'à présent contribuent, et contribuent plus. Parce qu'il y a un budget carbone dans l'atmosphère. Il a été consommé par les pays développés, c'est une réalité. Personne ne le nie, le GIEC le dit, c'est agréé. Et donc la contrepartie, c'est d'aider les pays qui sont en développement à ne pas reproduire les mêmes bêtises que les pays développés et de changer de modèle. Et donc les accompagner. Donc c'est pas de la charité, c'est une solidarité internationale si nous voulons rester et vivre convenablement dans cet astre qui est une sorte de vaisseau spatial suspendu comme ça et qui est autosuffisant. Vous prenez la meilleure des stations spatiales maintenant, elle coûte des milliards et des milliards de dollars et ne peut faire vivre qu'une dizaine de personnes pendant 6 mois. Alors que nous avons une installation spatiale, entre guillemets, qui fait vivre 8 milliards de population complètement autonome. Donc nous devons la préserver, et pour la préserver, il y a des actions à faire et moduler, d'où le fameux principe de responsabilité commune mais différenciée. Et les capacités respectives. Les pays en développement, si elles doivent allouer le maigre budget dont ils disposent à l'éducation, à la santé, à la construction d'infrastructures, c'est vrai qu'ils doivent intégrer les questions climatiques. C'est vrai. Mais les budgets étant ce qu'ils sont, ils ne pourront pas faire les arbitrages en faveur, on peut le comprendre, en faveur des questions climatiques. D'autant plus que cela a été dit tout à l'heure, certains découvrent des gisements de fossiles. Et quand on voit les pays développés revenir aux fossiles, ça pourrait encourager. C'est vrai que la tendance maintenant n'est pas le cap reste bon. Nous devons décarboner. Il y va de la survie de l'humanité. Tout le monde, ça a été dit tout à l'heure, c'est la palissade maintenant, c'est une évidence de dire ça. Donc alors face à cela, alors il faut d'abord dire et rappeler qu'il y a une responsabilité historique et qu'il faut mobiliser des financements. Maintenant, il faut être innovant. Mais on ne peut pas être innovant tout seul, c'est ça le problème. C'est qu'il faudrait que tout le monde s'entende
pour changer de modèle. Parce que le modèle linéaire de prélever sur les ressources, de consommer et de générer les déchets est fini. Le capital naturel est limité, il y a une limite. Et donc nous devons travailler en circulaire. Et comptabiliser, compter notre développement, pas de la même manière. Voilà. Et donc le problème, c'est que tout le monde est conscient de ça. Mais quand il s'agit d'agir, il y a la dictature de l'urgence. Et ce qui fait que, bon, voilà, le décideur, face à l'urgence, ben, il part à l'immédiat. Et en plus, sa performance est mesurée avec des instruments qui sont complètement obsolètes. Tout le monde sait que la manière dont on mesure l'économie maintenant, ben, ce n'est pas en phase avec la durabilité. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et le seul lieu pour discuter de ça, c'est les Nations Unies. C'est le lieu où tout le monde se réunit et un pays, une voix, quelle que soit la taille du pays, et on négocie. Le problème, c'est que ces négociations, ben, ça prend du temps. Et le temps joue contre nous. Donc, il faut une action top-down et bottom-up. Il faut travailler aux Nations Unies, les États, et que ça descende, mais il faut que ça parte aussi des territoires. Société civile, élus locaux, régionaux, monde académique, et tenter de converger. Enfin, je n'ai pas la solution miracle, mais je vous livre à brûle-pourpoint mes réflexions. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Certainement, je n'ai pas répondu à tout. Merci. Je vous remercie, Monsieur Ben Yahia. Donc, je vous invite à la pause. Donc, vous avez 20 minutes et on se retrouve pour la première table ronde sur l'eau et l'énergie. Merci pour votre patience.